Bonjour à tous. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre webinaire. Je suis Kate Assi, en charge de la communication du marketing pour MSC francophone et en charge de modérer la présentation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, laissez-moi vous présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Si c'est le cas, je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. D'accord. Alors, vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Enfin, ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site Internet dès demain. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par mes collaborateurs, deux senior managers. Je parle de M. Aoseka Parfait et de M. Mamadou Diallo, qui sont tous deux senior managers à Microsafe Consulting. Avant de rentrer dans le vif du sujet, encore un petit peu de patience. Permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter Microsafe Consulting MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil internationale qui est spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous travaillons avec nos clients et partenaires à travers le monde pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous sommes au cœur de la révolution de la finance digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les startups à travers l'Afrique et l'Asie. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels. Nous aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant les données et les idées que nous tirons de nos travaux de recherche sur le terrain. Ces travaux sont véritablement enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs aspirations et de leurs comportements. Nous partageons également notre expérience à travers l'Institut Helix, qui est notre organe de formation. Hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec. Pour faire face à la situation, nous avons déployé et continuons de le faire notre offre de formation en ligne. Plus récemment, nous avons lancé le Hub de la finance digitale, un site web 100% francophone et 100% collaboratif. Ce site offre du contenu diversifié, articles, podcasts, infographies, vidéos, matériel de formation, mais aussi un calendrier d'événements à ne pas rater, ainsi qu'une toute récente session dédiée à l'écosystème des startups tech. Cette plateforme est là pour vous. N'hésitez pas à vous y inscrire, à contribuer. C'est entièrement gratuit et c'est comme cela que l'on espère qu'on aura ensemble un plus gros impact. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Je laisse la parole à Seka Ao Parfait. Bonjour Parfait. Bonjour Kate. Après cette présentation et cette voix, je me demande comment est-ce que je vais pouvoir assurer, mais j'ai la foi. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie d'avoir pris sur vous pour être présent aujourd'hui à ce webinaire. Ce webinaire qui va être en fait pour nous non pas une recette secrète pour pouvoir financer des projets ou obtenir un financement auprès d'une banque, mais ce webinaire a pour objectif de pouvoir présenter dans des termes plus simples, dans des termes plus clairs, les principes de base pour concevoir et présenter ou mettre en œuvre un projet pour le rendre viable. C'est vraiment un échange que nous souhaitons à tous les niveaux pour donner ces bases-là et
il ne s'agit pas forcément de parler de projet d'entreprise. On peut parler de projet personnel, mais la méthodologie restera la même. Donc, pour pouvoir aborder ces différents points, Boka, nous allons aborder, j'allais dire, ce webinaire-là en 4 différents points. Dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est le projet et quelques termes qui vont avec. Nous parlerons ensuite des étapes de la conduite du projet. Nous avons extrait dans tout le dispositif de projet 2 éléments sur lesquels nous souhaitons mettre l'accent, le business model et le business plan. Et ensuite, nous vous donnerons la parole pour nous poser des questions. Si on est en phase, on va directement aller dans la première partie. C'est quoi un projet? Un projet est d'abord et avant tout une idée. Une idée qui, dans ce cadre-là, il n'y a pas une idée, tout de suite, on ne peut pas dire que l'idée, elle est bonne ou elle est mauvaise. Il n'y a pas donc dans le cadre d'un projet de bonnes ou de mauvaises idées. Ce sont les plans et les actions et leurs conséquences ou impacts qui détermineront si l'idée était bonne ou pas. De plus, c'est l'environnement dans lequel le projet se met en place qui déterminera s'il est pertinent ou pas. Donc, il n'y a pas de bonnes idées ou de mauvaises idées au départ. Il y a une idée. Et cette idée, il faut pouvoir lui donner du contenu. Il faut pouvoir la planifier pour qu'elle devienne un projet. Alors, Boka, tu peux continuer, s'il te plaît. Donc, un projet, c'est une idée, un plan et une action ou des actions. On a différents exemples. Lorsque vous voulez vous marier, par exemple, vous avez l'idée du mariage. Ensuite, vous planifiez ce mariage à travers les différentes réunions qui ne se passent pas toujours bien et dans lesquelles il y a quelques difficultés quelquefois. Et lorsque, à la fin, on trouve un consensus, il y a un certain nombre d'actions qui germent. Et à partir de ces actions-là, on a ce mariage. C'est ce même dispositif qui est mis en place dans le cadre d'un projet, que ce soit un projet d'entreprise. Il y a un objectif pour lequel il faut se donner des moyens, une démarche chronologique et un ensemble de documents qui peuvent prendre la forme d'une étude de faisabilité, d'un business plan, qui sont des éléments en fait qui servent de base dans la mise en œuvre d'un projet. Ce n'est pas les seuls éléments, mais c'est la base, parce qu'après, ils peuvent constituer une sorte de tableau de bord. Sur la slide suivante, nous présenterons en fait les 5 dimensions d'un projet. Alors, mettre en place un projet prend en compte une dimension personnelle. C'est vraiment une décision. C'est un choix qu'on fait. Il s'agit donc de votre idée, de ce que vous allez y faire. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre cette idée-là? Vous-même, comment vous allez vous prédisposer à mettre en œuvre ce projet? Ce que vous allez apprendre de vous-même ou des autres, à cette étape-là, personnelle, la balle est uniquement dans votre camp. Ensuite, il y a la dimension sociale. Un projet ne se monte pas seul. Vous aurez besoin des autres. Même si avec l'OHADA, il y a la possibilité de créer des sociétés unipersonnelles, il ne s'agit pas de mettre un projet en place tout seul. La société unipersonnelle est une forme juridique, mais pour créer votre projet ou pour mettre en place votre projet, vous aurez besoin des autres. Vous ne vivez pas dans une bulle, retranché dans un monde. Votre action devra forcément s'inscrire dans l'environnement dans lequel vous êtes. À titre d'exemple, vous ne pouvez pas venir créer un produit, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou dans un autre environnement, et vous appuyer sur des éléments
qui tiennent compte d'une civilisation peut-être en Papouasie-Nouvelle-Guinée et autres. Il faut pouvoir adapter votre projet à votre environnement, engager des contacts avec les uns et les autres. Ensuite, il y a une dimension technique. Il faut être sûr que le projet que vous voulez mettre en œuvre, il y a les outils technologiques pour pouvoir vous accompagner et l'organisation qui va avec. La dimension économique, celle dont on parle le plus, mais qui en réalité est pour moi, une finalité. La dimension économique, on ne peut pas faire un projet, en fait, sans que vous ayez du financement, un budget. Et ce budget-là, ce qu'on constate lorsqu'on fait des analyses financières au niveau des business plans qui arrivent à monter, qui arrivent à arriver à notre niveau, je dirais, c'est que ces budgets-là ne sont pas pour la plupart du temps crédibles. Donc, il faut des budgets qui sont crédibles. L'argent étant le nerf de la guerre, il faut prendre des dispositions pour que ceux qui doivent investir dans ces projets-là soient rassurés. Enfin, il y a une dimension temporelle. Cette dimension temporelle-là est nécessaire pour construire un projet solide. Il faut se donner du temps, ne pas se précipiter, parce que très souvent, on est pressé de mettre en place un projet et on se rend compte que ce projet-là, dès qu'il est mis en place, il meurt aussitôt. Il y a des choses à éviter lorsque vous êtes en train de monter un projet. Slide suivante, s'il te plaît. Il y a des choses à éviter. Il faut éviter, par exemple, de se limiter dans ses réflexions. L'image de la chaîne qui enroule le cerveau, c'est vraiment pour vous dire, laissez libre cours à votre imagination lorsque vous avez un projet. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a pas de bonnes idées, il y a des idées. Et l'idée peut donner naissance à une autre idée qui va vous permettre même d'extraire la proposition de valeur. Il faut éviter de s'isoler. L'isolement d'un chef d'entreprise est difficile à supporter parce que lorsque vous êtes en train de mettre en place un projet, il y a des difficultés. Surtout lorsque vous êtes un ancien salarié, il y a ces situations de stress permanent qu'il vous faut pouvoir partager avec votre entourage. Donc, évitez de vous isoler. Il faut pouvoir parler aux gens, parler aux autres, parler à ceux qui ont eu des expériences de ce type-là pour vous redonner le moral parce qu'il n'y aura pas de chemin droit dans la mise en œuvre de projets, il y aura des difficultés. Il faut éviter de vite abandonner parce que justement, ces difficultés-là viendront. Et si vous abandonnez, c'est que vous ne croyez pas en votre projet. Il faut éviter de copier bêtement, vous m'excuserez du terme, mais de copier bêtement ce que font les autres. En général, les projets se créent et se développent dans nos zones par effet de mode, parce qu'on se rend compte qu'il y a tel service qui a commencé à se développer, tout le monde le fait, sans prendre en compte un minimum de préparation, d'analyse personnelle pour savoir si on a les prédispositions pour mettre en œuvre ce projet-là. On y va parce que c'est le projet du moment. Mais en général, ces projets-là s'éteignent aussitôt. Il ne faut pas aussi négliger le dispositif de création d'entreprise qui est mis en place dans les différents pays. Je vais un peu m'arrêter sur ce sujet-là parce que je sais que il n'y a pas très longtemps, créer des entreprises dans nos zones était un parcours de combattant. Mais depuis quelque temps, on se rend compte qu'il y a des dispositifs de création d'entreprises qui ont été mis en place. Je prendrai le cas que je connais le plus en Côte d'Ivoire, qui permettent aujourd'hui de créer des sociétés en 2 jours et qui ont considérablement réduit tout ce qui est paperasse, tout ce qui est aller et venu. Donc, le créateur d'entreprise même réalise des économies parce qu'il ne va pas faire des allées et venues un peu partout. Il va en un seul endroit dans le guichet unique qui est au sein du CPC
Et au-delà donc de cette facilitation à la mise en place des entreprises ou à la création des entreprises, il y a dans la plupart de nos pays des codes d'investissement qui permettent en fait à toutes nouvelles entreprises ou entreprises qui réalisent des investissements productifs de pouvoir bénéficier de certains avantages fiscaux, notamment des crédits d'impôt, des suspensions des exonérations en termes de patente et BIC. Jusqu'à il y a un passé récent. Je ne sais pas s'il y a eu des évolutions à ce niveau-là. Donc, il faut aussi être quelqu'un de flexible. Il ne faut pas, parce que vous avez une idée et que les confrontations avec les uns et les autres vous présentent que cette idée-là a des failles, parce que vous avez votre idée, vous voulez aller vaille que vaille. C'est vrai, quelquefois, ça peut être, vous pouvez avoir le nez creux, vous pouvez avoir ce flair-là. Mais il ne faut pas, dans certains cas, lorsque vous vous rendez compte qu'effectivement, les autres ont raison, il ne faut pas vouloir aller jusqu'au bout. Et il y a un autre élément qu'on néglige souvent, c'est les aspects liés à la comptabilité. Il faut pouvoir tenir des livres comptables pour surtout éviter de confondre, pour moi, lorsque le projet sera mis en œuvre, chiffre d'affaires et bénéfices. Qu'est-ce qu'on entend souvent? On entend, je pense que vous-même, vous pourrez répondre à ces questions-là mieux que moi. Les banques ne financent pas. On me demande un apport minimum. Je ne sais pas par quoi commencer ou qui contacter. Si je crée une entreprise, je vais payer les impôts. Je n'ai pas de business plan. C'est cher de créer une entreprise et ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a de nouvelles dispositions qui permettent de répondre à ces questions-là. Mais bien entendu, il vous faudra un business plan pour pouvoir obtenir des financements et même vous-même pour pouvoir savoir comment vous allez mettre en œuvre votre projet. Quel est le tableau de bord pour la mise en place de ce projet-là? Et j'avais une petite question. Est-ce que vous-même, vous êtes capable de prêter de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Si vous arrivez à répondre par oui, je pense que vous êtes quelqu'un de trop bien, peut-être pas de ce monde, mais ça existe, hein, je plaisante. Mais je veux dire, cette question, c'est si la banque, si le financier que vous avez identifié, si le parent que vous avez identifié pour mettre en place votre projet ne vous connaît pas, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas votre projet, il ne sait pas les tenants, il n'est pas sûr que vous avez la capacité de le faire, il ne voit pas le plan que vous avez, comment est-ce qu'il peut mettre à votre disposition des fonds? Je ne dis pas que les banques ont toujours raison de refuser de financer des projets, mais je dis qu'il faut que chacun de nous fasse ce qu'il a à faire d'abord et après on mettra les banques et les établissements, les institutions financières en face de leurs responsabilités de refus. Quelles sont les étapes qu'on a identifiées dans le cadre de la conduite d'un projet? Dans un premier temps, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut une imagination, Boka, il faut de l'imagination et de la créativité. Conduire un projet fait appel à de l'imagination, à de la créativité. Il ne faut se faire aucune limite à ce niveau-là, dans la conception ou dans le design de son projet. Vous devez être observateur. Projetez-vous. Ramenez ce à quoi vous pensez dans un environnement, dans votre environnement. Il faut laisser libre cours à votre imagination. Il faut avoir une ouverture d'esprit et être à l'écoute. Quand on a une idée, il faut écouter, il faut parler. Pas parler à tout le monde. Il faut parler, il faut écouter, recueillir les points de vue, les interrogations, les avis contraires et les intégrer dans ses réflexions.
Ceci demande de la tolérance. Parce que très souvent, dans les discussions, vous pouvez être vexé, vous pouvez prendre un coup, vous pouvez euh, vous retrouver en train d'être mal à l'aise. Vous devez être tolérant pour pouvoir accepter tout ça et rejaillir. Vous devez être audacieux mais réaliste. Vous devez être déterminé, ne pas se laisser abattre par les difficultés et rechercher toujours des options B, des plans B, comme je l'ai dit. Vous devez être patient, travailleur et avoir une remise en cause continue, mais rester organisé. La mise en place ou l'intégration de tous ces éléments-là vous permettra de pouvoir déployer le dispositif ou le processus de mise en place de votre projet, qui donc, que nous allons décliner dans la slide suivante, qui est décliné de cette façon. Vous devez avoir en 10 points, vous devez avoir une idée qui est clarifiée. Qu'est-ce que je veux faire et pourquoi? Il faut pouvoir répondre à cette question. Qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je veux le faire? Si la réponse à cette question, il y a une ambiguïté à votre niveau, si vous-même, vous n'êtes pas serein par rapport à la réponse que vous donnez, c'est que l'idée n'est pas encore claire. Ce n'est pas la peine de démarrer ce projet. Qu'est-ce que je veux faire pour moi, pour les autres? La réponse à ces deux petites questions, qu'est-ce que je veux faire et pourquoi, peut prendre un certain temps. Il faut accepter que ce temps-là soit pris parce que c'est la base de votre projet. Il faut faire un état des lieux pour connaître vous-même vos points forts, les points forts de votre projet, les points faibles et l'environnement du projet. Il faut faire un budget prévisionnel pour savoir combien peut vous coûter ce projet, mais surtout combien vous-même vous avez pour identifier ce que vous devez rechercher. Après, il faut formaliser tout cela dans un document qui peut prendre la forme d'un business plan ou d'une étude de faisabilité. Après, vous rechercherez les partenaires pour pouvoir mettre en place ce projet-là. De qui j'ai besoin? Qui peut être un allié sûr pour mettre en place ce projet? Quand vous avez identifié tous ces éléments-là, vous pouvez commencer à déployer un plan d'action. Après, vous devez faire connaître. Vous devrez faire connaître votre savoir-faire. Slide suivante, Boka. Vous devez faire connaître votre savoir-faire, donc communiquer. Vous devez communiquer avec les autres. Vous devez communiquer. Passez maintenant à la mise en œuvre de votre projet. Vous matérialisez votre idée en projet. Après, vous devez évaluer ce que vous avez mis en place, analyser tout le chemin que vous avez parcouru et pouvoir s'adapter lorsqu'il y a des points faibles ou des points d'incompréhension. Et enfin, prolonger l'action pour consolider votre projet. Alors, pour résumer un peu tout ça, monter un projet revient donc à répondre aux questions. Vous avez sûrement dû voir ça dans plusieurs documents. Qui, quoi, pourquoi, pour qui, comment, où, quand et combien. Les réponses à ces questions-là serviront de base, je l'ai déjà dit, à l'élaboration d'un business model, d'un business plan, qui serviront de tableau de bord et de guide à la mise en œuvre effective de votre projet dans les meilleures conditions. Si cette étape que j'ai énumérée n'est pas, j'avais dit ces 10 étapes énumérées ne sont pas clairement mises en œuvre, vous pouvez réaliser un projet, mais vous allez avoir beaucoup de réadaptations à faire et en termes de coûts, ça peut devenir onéreux pour vous. Sur ce, je vais passer la parole à mon collègue et ami, le sieur Mamadou Diallo, pour développer les points sur le business model. Mamadou? Merci, Seka. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez.
Bokar, c'est bon? Vous m'entendez? Mamadou, on t'entend, mais c'est un peu faible. Ok, je vais peut-être... Vous m'entendez là? C'est bon, c'est parfait. Vas-y. Ok, très bien, merci. Donc, bonjour à tous. Je vais parler du business model. Pour introduire, par le business model, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la stratégie, c'est là-dedans, c'est un complément à ce que Seka vient d'exposer. Cela montre in fine quelle est la proposition de valeur que vous souhaitez mettre en place, quel est le modèle d'affaires, quelle est la stratégie, quels sont vos clients à mettre en place, quels sont vos clients que vous voulez servir, combien cela va vous coûter, etc. Alors, nous utilisons généralement un Canva. Prochaine slide, s'il te plaît. Prochaine slide. Voilà. Donc, nous utilisons, c'est un Canva de business model qui existe. Ce Canva a 9 blocs permet de résumer en lui-même ce dont on parle quand on parle de business model ou modèle d'affaires. Alors, on commence d'habitude, bon, on peut numéroter les différents blocs, mais là, on va commencer à droite. Vous commencez d'abord par définir qui sont vos clients, hein, pour qui vous voulez créer de la valeur. Nous reviendrons un peu plus en détail dans les slides qui suivent sur chacun de ces blocs-là. Mais dans un premier temps, on commence par d'abord réfléchir à quel segment vous voulez toucher, qui sont vos clients. Vous connaissez d'abord vos clients, et puis on vient au milieu dans la case de proposition de valeur. Quand vous connaissez vos clients, vous définissez quelle est la proposition de valeur que vous voulez apporter à vos clients. Quel est le problème de ces clients-là que vous souhaitez résoudre, hein? À quel besoin répond votre proposition? Lorsque vous avez une réponse à cela, vous revenez un peu plus à droite, à la relation avec les clients. Quel type de relation vous souhaitez ou les clients souhaitent que vous entreteniez avec eux et via quel canal vous allez interagir avec les clients et vous allez distribuer ou livrer la proposition de valeur que vous avez. Lorsque vous avez répondu à ces différentes questions-là, vous allez vers la gauche. Quelles sont les activités clés et quelles sont les ressources clés dont vous allez avoir besoin pour livrer votre proposition de valeur au client? Lorsque c'est nécessaire, en tout cas, il est conseillé de se poser la question, quel type de partenariat vous allez avoir besoin pour pouvoir réaliser votre projet. Plusieurs types de partenariats sont possibles. Ça peut être des partenariats techniques lorsque vous souhaitez faire une proposition de valeur ou un projet qui nécessite de la technique. Ça peut être simplement si vous voulez, je sais pas moi, communiquer avec vos clients, faire des livraisons en ligne. Ça peut être un partenariat avec une société de télécommunications, par exemple, ne serait-ce que pour envoyer des SMS, hein, etc. Quel type de partenaire clé vous allez avoir besoin? Quand vous avez fini tous ces blocs en haut, finalement, on vient à ce qui compte, c'est-à-dire la rentabilité de votre projet. Quelles sont les structures des coûts, hein? Quel type de coûts, quelles sont les activités les plus coûteuses, quelles sont les ressources les plus coûteuses, comment est-ce que vous structurez les coûts de votre projet. Et à droite, vous avez en face les flux de revenus. Comment est-ce que vous allez générer des revenus
Quel type de tarification, combien sont prêts à payer vos clients pour votre tarification, et bien entendu les revenus moins les coûts vous donnent la rentabilité de votre projet. À présent, nous allons aller un peu plus en détail dans certaines de ces blocs. On va commencer par la proposition de valeur. Donc, comme je l'ai dit, la proposition de valeur, c'est finalement à quel besoin est-ce que vous répondez. Quand on parle de proposition de valeur, c'est quelle est la valeur que vous apportez au client. C'est très important, cette question-là, parce que très souvent, ce qu'on conseille d'ailleurs, c'est de vous mettre à la place du client. Ce que vous essayez de vendre au client, demandez-vous si vous achèteriez en premier ce que vous essayez de vendre à d'autres. C'est très important. On donne quelques exemples ici en bas. Est-ce que c'est de l'innovation, comme un peu, est-ce que c'est un statut social, comme les produits, comme Apple se positionne, comme les montres Rolex et autres? Est-ce que c'est plutôt dans le côté efficacité, efficience, etc. Donc, bas coût, mais très efficace. Donc là, vous devez vous positionner par rapport à ce que vos clients, votre marché cible cherche pour pouvoir fournir la proposition de valeur adaptée. Après la proposition de valeur, nous allons regarder le marché. Alors, pour analyser le marché, qui est votre marché cible? Alors, il y a trois angles sous lesquels on peut regarder le marché. Il y a d'abord le marché total disponible. C'est globalement combien de personnes peuvent avoir besoin de cette offre-là, globalement. Et puis, on peut regarder, OK, quelle est la part de marché atteignable? C'est, OK, combien de personnes peuvent avoir besoin, mais au sein de ces personnes-là qui peuvent avoir besoin de notre offre, combien de personnes peuvent utiliser notre offre et combien peuvent payer cette offre-là. Donc ça, ce sont les clients potentiels. Et le marché cible, c'est maintenant à qui concrètement je vais m'adresser. Parmi cette part de marché atteignable-là, à qui concrètement est-ce que je vais m'adresser, via quel canal, combien est-ce que cela va représenter en termes de vente, etc. Donc, quand nous avons parlé du marché, nous allons parler de la position par rapport à la chaîne de valeur. Alors, quand on parle de chaîne de valeur, c'est quelle que soit votre activité, vous vous intégrez dans une chaîne de valeur, de quelque chose qui existe. Quand vous voulez, par exemple, quand vous voulez faire la transformation de fruits, par exemple, eh bien, vous vous intégrez dans une chaîne de valeur parce que vous n'êtes pas agriculteur, donc vous devez prendre en entrée les produits agricoles et vous allez les transformer et en sortie, vous allez les donner à des supermarchés ou à d'autres acteurs commerciaux pour pouvoir vendre vos produits. Donc, il est important de clarifier votre projet, votre activité, où est-ce que vous vous situez par rapport à une chaîne de valeur existante pour pouvoir bien clarifier ce dont vous avez besoin à l'entrée et qu'est-ce que vous apportez en plus à la chaîne de valeur de manière globale. C'est très important parce que ça vous permettra de définir finalement votre capacité également de négociation, la force que vous pouvez avoir dans cette chaîne de valeur-là ou pas, l'innovation que vous apportez dans la chaîne de valeur ou pas, etc. C'est très important d'avoir une vue claire sur comment votre activité s'imbrique dans le paysage et dans le contexte existant. C'est très important pour ne pas, Seka l'a dit tout à l'heure, vous ne faites pas un projet ex nihilo ailleurs dans l'espace, vous êtes dans un contexte donné, il y a déjà des choses qui existent, donc il est important de savoir exactement comment vous vous positionnez par rapport à l'activité existante et à la chaîne de valeur existante. Après avoir parlé de chaîne de valeur, voilà la prochaine slide, s'il vous plaît. On parle finalement de comment est-ce que les produits vont être distribués avec quel canal.
comment est-ce que vous communiquez avec vos clients, quels sont les canaux que vous pensez vont être préférés par vos clients, quels sont les canaux que vous pensez vont être les plus efficaces en termes de si vous voulez véhiculer votre message, si vous voulez faire du marketing, vous voulez faire de la promotion de vos activités, que pensez-vous être le plus efficace? Et puis également, n'oubliez pas l'aspect coût qui est intégré. Donc ça, c'est les canaux. Et puis, comment est-ce que vous allez faire la promotion? Comment est-ce que vous allez contacter les clients? Comment vous allez faire la promotion de vos activités? Est-ce que vous allez les faire, à titre d'exemple, on a listé des assistances personnelles, conseillers clientèle via des personnes ou des centres d'appel. Est-ce que vous allez utiliser des outils automatisés tels que cela existe aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire appel à de la vente par recommandation ou par réseau, comme on appelle ça, etc., etc. Donc, vous devez clarifier dès le départ comment est-ce que vous allez faire pour marketer vos différents services, parce que cela définira finalement la rapidité avec laquelle vos produits et vos services vont être utilisés et la rapidité à laquelle finalement vous allez être connu sur le marché. Alors, nous arrivons presque à la fin des blocs. Là, on regarde les ressources clés. Quand on parle de ressources, c'est tout ce qui est ressources. On peut parler de ressources matérielles, on peut parler de ressources intellectuelles, les ressources humaines, les ressources financières, etc. Et quelles sont les activités, finalement, quelles sont les activités les plus importantes pour que votre activité fonctionne, pour que votre business fonctionne. Est-ce que vous êtes plutôt dans les services et que donc vous avez, les activités vont définir quel type de ressources humaines vous allez avoir besoin. Si vous faites de la transformation, il vous faut, vous savez d'ores et déjà qu'il vous faudra des ouvriers, qu'il vous faudra des machines, etc., etc. Si vous faites dans le business, à supposer que vous ayez une agence de voyage, bien entendu, vous n'avez pas besoin d'ouvriers et de machines, vous n'avez besoin que d'un ordinateur et éventuellement de partenaires. Là, on fait la transition avec les partenaires clés. Selon votre business, les partenariats que vous allez établir sont différents. Si vous êtes une agence de voyage, il est primordial que vous ayez des partenariats avec des compagnies aériennes, que vous ayez des partenariats avec éventuellement des endroits touristiques pour pouvoir réserver, pouvoir offrir des packages et autres. Si vous êtes dans la transformation de fruits, bien entendu, peut-être que vous aurez besoin d'hôtels et autres pour distribuer vos produits finis, mais je dirais que c'est un bout de chaîne. Peut-être que ce n'est pas votre premier partenaire auquel vous allez penser. Donc, voilà, grosso modo, comment est-ce que tout ceci s'établit. Après avoir parlé de tous ces blocs-là, on vient finalement au bloc, je dirais, puisque tout finalement se résume à l'argent, in fine. Donc, les deux derniers blocs que nous allons aborder, c'est les coûts et les revenus. On peut aller au prochain slide, s'il te plaît. Voilà, donc combien est-ce que tout cela va vous rapporter? Donc, ce sont les revenus et combien cela va vous coûter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelle est la structure de tarification que vous allez mettre en place pour pouvoir, en clair, c'est combien vos clients sont prêts à payer. Parce qu'en réalité, le tarif, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, n'est pas toujours en relation avec le prix de revient ou combien ce que vous produisez vous coûte. Quand on regarde les produits d'Apple, les iPhones et autres, les tarifs qui sont affichés ne sont pas du tout en rapport avec les coûts de revient de fabrication des iPhones ou autres. Donc, en réalité, c'est comment vous vous positionnez également, comment vous positionnez votre service, quelle est la valeur que les utilisateurs attachent à votre service, c'est ce qui va définir votre tarification en fonction de vos segments de clients. Comment est-ce que vous allez tarifer pour
Est-ce que vous allez faire, allez, à titre d'exemple, est-ce que vous allez faire différents types de tarification, un tarif premium avec certains services en plus, et puis un tarif de masse, etc. Tout cela va vous définir combien est-ce que ça peut vous rapporter en fonction de l'estimation de ce que ça va venir. Seka tout à l'heure reviendra par rapport aux projections financières par rapport à ça. Et puis combien cela vous coûte, bien entendu, là, c'est vraiment vous cherchez le coût de revient de vos services. Si vous achetez des éléments, les coûts fixes, si vous avez besoin de machines, de bâtiments, etc., les coûts variables en termes de personnel, en termes d'intrants, etc. Donc voilà, grosso modo, ce qui constitue un business model, les différents blocs à savoir, et puis ce qui est nécessaire à comprendre en termes de business model. Bien entendu, on pourra revenir lors des séances de questions-réponses au cas où vous auriez des questions supplémentaires. Je vais repasser la parole à Seka pour qu'il élabore sur le business plan. Merci. Merci Mamadou. S'agissant du business plan, il y a plusieurs approches. Il y a plusieurs approches et l'approche que nous voulons vous présenter là, c'est une approche assez synthétique qui nous permet en fait de regrouper l'ensemble du business plan en 3 grands blocs. Ce qui vous permet en fait, en fonction de la personne que vous rencontrez, d'extraire un des blocs pour lui présenter. Si vous avez confiance en quelqu'un, en la personne que vous rencontrez, vous associez tous les blocs et puis vous lui déposez le dossier. Mais soyez sûr que quand vous le faites ainsi, s'il y a un problème de confiance, la personne que vous avez rencontrée part avec la base du projet, l'essence du projet, part avec votre stratégie et avec les projections financières. Donc, il faut, en fonction des personnes que vous rencontrez, choisir ce qu'il faut remettre à votre interlocuteur. Donc, nous avons décomposé le business plan en 3 grands blocs: la note de présentation, le plan d'affaires et les projections financières. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, la note de présentation, c'est comme le dit le titre, je dirais, c'est la partie présentation du projet. J'appelle ça en général la mise en bouche. Lorsque vous voulez manger un plat, il y a de petits, j'allais dire, de petites entrées, de petits amuse-gueules qui vous permettent en fait de creuser votre faim ou de susciter l'intérêt pour le plat de résistance. Ce n'est pas dans l'objectif de vous donner envie de manger là maintenant. Restez pour qu'on termine le webinaire. Cette partie nous permet en fait, permet aux promoteurs du projet de susciter l'intérêt de ces éventuels bailleurs, de pouvoir créer une certaine motivation. Et c'est dans cette partie qu'il présente son projet, le contexte. Il décrit le projet, il donne les justificatifs du projet et les intérêts de ce projet-là, le pourquoi du comment. C'est dans cette partie, en fait, qu'il doit être capable de montrer en quoi est-ce que le projet qu'il veut mettre en œuvre est intéressant et peut apporter de la valeur dans l'environnement dans lequel il va se déployer. Si tous ceux qui copiaient des projets ou qui faisaient des projets parce que ces projets étaient à la mode, faisaient cela, ils se rendraient compte qu'il n'y a peut-être plus d'opportunités pour 2 ou 3 magasins du même type. Donc, cette petite étude, j'allais dire, cette analyse qui est faite et qui permet en fait de se rendre compte de l'intérêt du projet pour son environnement, va être un élément déclencheur des phases suivantes. Et dans cette première partie qu'on a appelée description du projet, le promoteur doit également se présenter pour qu'on sache
s'il a l'expertise pour conduire ce projet. Et même s'il n'a pas l'expertise, comment est-ce qu'il compte se doter de personnes ou de ressources pour pouvoir mettre en œuvre ce projet et, j'allais dire, assurer une certaine pérennité et rassurer ses différents interlocuteurs. Donc, après cette phase où on décrit le projet et on le situe dans son environnement, on va faire une analyse de l'environnement interne et externe. Cette analyse, on utilise plusieurs méthodes, PESTEL, SWOT et autres, mais qui permet en fait de savoir déjà dans quoi le projet va s'inscrire. Si vous êtes en train de mettre en place un projet touristique et que dans l'analyse PESTEL, vous vous rendez compte que ce pays-là fait l'objet d'une instabilité, vous savez que les touristes ne viendront pas dans un pays qui est instable. Donc, c'est des éléments qui sont importants pour l'analyse du projet. Après, vous allez vers une analyse socio-économique, mais qui se concentre en fait sur le projet. Ce projet-là, comment est-ce qu'il va influencer le volet social? D'abord même, quel est l'environnement social autour du projet? Est-ce qu'il y a des ressources humaines? Est-ce que les populations savent lire, écrire? Est-ce qu'il y a des tendances, si je suis toujours dans le projet touristique, est-ce qu'il y a des tendances dans la zone à pouvoir aimer tout ce qui a un rapport avec le tourisme ou bien à développer des initiatives, ou bien est-ce qu'il y a des ressources humaines même qui peuvent aider dans ce sens-là? Et lorsqu'on a fini cette première analyse, il faut maintenant se rapprocher du volet juridique et réglementaire. Est-ce que la forme juridique que j'ai identifiée, ou bien est-ce que pour le projet que je veux mettre en œuvre, quelle est la forme juridique la plus adaptée? Et quelles sont les conditions réglementaires pour mettre en œuvre mon projet? Ça évite de créer une société pour mettre un projet pour lequel, en réalité, il y a un dossier d'agrément qui va vous demander 10 fois peut-être le capital que vous avez mis au départ. Vous rencontrez cela, que ce soit dans les émetteurs de monnaie électronique, les sociétés de transport de lubrifiants et autres. Vous avez un capital minimum qui est demandé pour pouvoir avoir l'agrément. Si vous n'avez pas ce capital minimum-là et que vous êtes allé créer de la société, vous avez gaspillé votre argent en créant une société. Donc, il faut pouvoir maîtriser tous les contours juridiques et réglementaires pour pouvoir se lancer dans un projet d'entreprise. Le volet juridique, vous savez qu'avec l'OADA aujourd'hui, vous pouvez créer une société à une personne, 2 personnes. Vous avez certaines dispositions. Maintenant, après, chaque régime fiscal dans les différents pays mettent en place tout l'arsenal pour pouvoir gérer ces différentes sociétés-là. Après, vous avez, après l'analyse légale et réglementaire, vous avez l'analyse technique qui vous permet de savoir, par exemple, je veux créer une société de paiement ou bien je veux mettre en place une société qui va utiliser les réseaux télécoms. Et je me rends compte que l'endroit où je veux m'installer, en réalité, la qualité du réseau, le réseau télécom n'est pas stable. Il n'y a pas de liaison Internet. On est à la 4G, on tend vers la 5G aujourd'hui, mais dans cette zone particulièrement, c'est plus la 2G. Il y a une 3G un peu bancale. Donc, vous devez maîtriser l'environnement technique avant d'aller mettre en place votre projet. Ou bien, pour pouvoir rassurer ceux que vous allez coopter comme partenaires, il faut avoir une vision globale du projet. Donc, je fais l'analyse de l'environnement global, macroéconomique, l'analyse interne, je fais l'analyse socio-économique, je fais l'analyse réglementaire et légale, je fais l'analyse technique, mais après, je dois pouvoir dire dans quelle structure ce projet va se mettre en place, quelle est l'organisation. Donc, au niveau organisationnel, est-ce que je vais avoir une organisation où je suis le seul chef et puis tout le monde est en dessous? Ou bien j'ai une équipe qui va travailler dans la mise en place de ce projet-là? Donc, je définis mon organigramme, je définis les différentes fiches de poste
je définis tout ce qui doit m'accompagner dans la mise en œuvre de ce projet et tous ceux qui doivent m'accompagner dans la mise en œuvre du projet. Après cette étape-là, normalement, on a une claire visibilité sur le projet, l'environnement dans lequel il va évoluer et l'organisation qui va piloter ce projet-là. Donc, cette première phase, c'est un document que vous pouvez présenter à des personnes que vous rencontrerez, mais qui est dans lequel toute l'approche stratégique est voilée. Donc, dans cette première partie, vous ne présentez pas l'approche stratégique. Vous pouvez donner vous avez peut-être des éléments d'information, mais vous n'avez pas cette approche stratégique. Cette approche stratégique-là, elle vient dans la slide suivante. C'est le plan d'affaires. Ce plan d'affaires-là, il va s'appuyer, il définit en fait les grandes orientations pour la mise en œuvre du projet. Quelle est l'approche stratégique qui va soutenir tout le projet qu'on a présenté dans la note de présentation? Quel est le marché? Donc, il faut analyser le marché. Pour ce faire, vous faites une étude de marché. Tout de suite, certains vont me dire, ah, mais on n'a pas les moyens pour faire une étude de marché. L'étude de marché, vous pouvez la faire sur le terrain en prenant des enquêteurs pour faire l'étude. Vous pouvez la faire en étant assis chez vous, en faisant une revue documentaire. Vous collectez des informations ici et là sur Internet. Vous allez rencontrer quelques entités qui vont vous remettre des documents qui vous permettent d'analyser votre marché. Mais vous pouvez faire de petits questionnaires avec aujourd'hui tout ce qui existe au niveau digital que vous allez diffuser à certaines personnes pour pouvoir collecter leurs informations et vous aider dans votre analyse du marché. Quand vous avez fini d'analyser votre marché et que vous avez les résultats de vos différentes études, vous avez la capacité maintenant de pouvoir faire des hypothèses et des choix stratégiques. Vous décidez où vous voulez partir. Et lorsque vous avez décidé où vous voulez partir, vous développez un plan par rapport à cette stratégie-là. Ce plan stratégique va vous permettre de décliner un plan opérationnel. Donc, pour chaque option stratégique, vous aurez décliné un plan opérationnel qui dit comment on va le faire, qui va le faire, à quel moment, quels sont les indicateurs de performance, quels sont les facteurs clés de succès, quelle est la période. La période, c'est le planning de mise en œuvre. Donc, dans ce plan opérationnel, vous déclinez. Vous avez par exemple votre option stratégique ou votre choix stratégique. Vous le déclinez en plan opérationnel. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Stratégiquement, je veux être, par exemple, le leader de la distribution de l'eau. Parce que je veux être le leader de la distribution de l'eau, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce qu'il faut que je change le design des bouteilles? Est-ce qu'il faut que j'ai des bouteilles, peut-être des sachets d'eau? Est-ce qu'il faut que, au niveau opérationnel, vous le définissez? Et après, vous faites un tableau de suivi, un planning pour pouvoir mettre en œuvre ce différent plan. Lorsqu'on a fini de mettre en place son plan d'affaires, il faut pouvoir l'évaluer, ce plan d'affaires-là, financièrement. Donc, là, les projections financières sont en fait la matérialisation financière de toutes ces deux étapes. Quand j'ai choisi l'option de la société à créer, l'organisation à créer, lorsque j'ai les différentes options stratégiques et les plans opérationnels qui vont avec, lorsque j'ai tout mon environnement qui est maîtrisé, je fais des hypothèses en termes d'investissement, de revenus et de charges. Ces hypothèses vont me permettre de décliner un plan d'investissement sur une période à définir. Je vais faire encore de nouvelles hypothèses en termes de revenus pour pouvoir dire si je dois vendre une bouteille par jour, par quartier, par mois, ça me fait combien de bouteilles vendues? Je mets le prix de vente, ça me permet d'obtenir le chiffre d'affaires. Quand j'ai ces hypothèses de revenus-là, après, je détermine tout ce qui est hypothèse en termes des estimations en termes de dépenses d'exploitation.
les dépenses d'exploitation, c'est toutes les charges qui sont liées à l'activité. Et après cette étape-là, je sais comment déterminer les moyens financiers qui sont nécessaires, élaborer les comptes d'exploitation et calculer après les différents indicateurs qui permettent de juger la viabilité ou non d'un projet. Donc, pour conclure un peu sur cette partie, les projections financières seules ne suffisent pas. Il faut un tout. Et c'est toute cette démarche-là et cette logique, la cohérence des idées qui nous permettront donc d'assurer cette viabilité de projet. On a voulu vous présenter, Boka, quelques éléments qui constituent des éléments de projection financière. Donc, vous avez le plan d'investissement sur une période N qui est composé de tout ce qui est éléments relatifs. En général, c'est les immobilisations qui sont en grande masse. Vous avez les frais d'établissement qui comprennent tout ce qui est frais de constitution de société, tout ce qui est, il ne faut pas que je dise des bêtises, donc j'arrête là. Vous avez ensuite tout ce qui est les dépôts et cautionnements et autres. Vous avez les terrains, les constructions, les installations et agencements, le matériel, outillage. Vous avez tous ces éléments-là, en fait, qui constituent des éléments d'investissement auxquels nous ajoutons quelquefois le stock initial lorsque l'activité, le stock outil lorsque l'activité le nécessite, et une variation du BFR. En plus de cette variation du BFR, nous ajoutons des imprévus. Parce que si dans un projet, vous ne prévoyez pas des imprévus, c'est que il y a une erreur quelque part. Boka? Donc, en termes de structuration du chiffre d'affaires, c'est quels sont les éléments qui composent ce chiffre d'affaires-là? Une fois qu'on les a déterminés, on fait une estimation de l'évolution du chiffre d'affaires année par année, avec un taux de progression qui permet de voir comment est-ce que ce chiffre d'affaires-là évolue. Donc, là, vous avez les dépenses d'exploitation, achat de marchandises, fournitures diverses, achats liés à des licences, il y a des licences, transport et déplacement, et ainsi de suite. Ce tableau-là, c'est le tableau du compte d'exploitation prévisionnel. En gris, vous avez les grandes masses, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat net, les cash flows. Et à partir de ces cash flows-là, vous pouvez déterminer le délai de récupération de l'investissement lorsqu'ils sont actualisés, l'indice de profitabilité, tous ces différents éléments-là. Ce sont les soldes intermédiaires de gestion qui nous permettent donc de pouvoir affiner l'analyse financière. Les banquiers sont plus à l'aise que moi sur ce volet-là. Donc, je voulais, après vous avez le plan de financement qui permet de savoir comment est-ce que l'ensemble de ces investissements-là va être financé. Vous voyez dans la troisième ligne, dans la quatrième ligne, que les cash flows calculés au niveau du compte d'exploitation viennent se retrouver ici. Le capital social, tous ces éléments en haut constituent les ressources de l'entreprise et en dessous, tout ce qui constitue les emplois. Donc, tous les investissements auxquels peuvent s'ajouter également les dividendes et autres qui constituent des charges pour pouvoir déterminer en fait la situation nette de trésorerie. Voilà en gros ce qu'on voulait vous présenter ce soir. On n'est pas allé dans plus de détails parce que le temps imparti, c'était 1 heure de webinaire. On est à 1 heure. Je vous remercie tous et nous attendons vos questions. Merci, parfait. Merci, Mamadou. J'espère que nos auditeurs ont apprécié. Nous allons maintenant passer à la phase des questions et réponses. La première question que nous avons, c'est la suivante.
Comment ne pas s'isoler, parler aux autres tout en protégeant efficacement son projet pour ne pas se le faire voler? Parfait. Je pense que la déclinaison du business plan en 3 parties permet de pouvoir présenter son projet sans trop parler. Et lorsqu'on dit de ne pas s'isoler, au-delà du fait de parler de son projet, c'est de parler même de peut-être voiler le projet qu'on est en train de présenter et chercher à collecter des informations. Collecter des informations sans décliner toute son approche stratégique, sans décliner comment je vais faire ce projet. Vous posez des questions subtiles pour pouvoir recueillir des informations, des avis des uns et des autres. Il ne s'agit pas de venir dire, ah, je veux mettre en place un projet de vente de bouteilles d'eau, mais mes bouteilles d'eau, là, je vais créer un design qui va faire que lorsqu'on va voir ça à 5 mètres, on sait que ça, c'est ma bouteille d'eau. Et je vais mettre un carreau de sucre ou bien je vais mettre de l'aloe vera dedans pour apporter de la valeur à mon eau. Quand vous avez fini de dire ça à quelqu'un, mais il n'a plus besoin de vous. Lui-même, il peut aller prendre cette idée-là et puis rechercher ces informations. Il faut pouvoir, en fait, ne pas s'isoler. C'est vraiment pouvoir utiliser votre environnement pour créer ou mettre en place ou concevoir votre projet. On ne dit pas d'aller raconter à tout va ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Il faut être subtil. La preuve, vous savez que quand quelque chose est secret, quand vous dites à quelqu'un que c'est un secret, ce que je te dis là, c'est là même que la personne va aller le dire à tout le monde. Donc, posez vos questions sans tabou, sans dévoiler votre projet. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, parfait. Alors, je continue avec la deuxième question. C'est quoi la différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice? Le chiffre d'affaires, c'est, par exemple, je vais donner, comme on a dit qu'on allait utiliser des thèmes simples, je vais utiliser des thèmes simples. Je vends les Sénégalais ou les autres nationalités qui sont là, excusez-moi, hein, je vends de la ticket. Donc, la boule d'attiqué que je vends, lorsque je dis que la boule d'attiqué fait 200 francs, lorsqu'un client vient et puis il achète 5 boules d'attiqué, mon chiffre d'affaires, c'est 200 multiplié par 5. Ça fait 1000 francs. C'est bien ça, hein? Donc, ces 1000 francs-là constituent mon chiffre d'affaires. Sauf que peut-être que j'ai acheté la boule d'attiqué à 100 francs. Donc, en termes de dépenses d'exploitation, je n'ai pas mis dedans le transport que je prends pour venir installer ma table, la transpiration, tout ça, je ne considère pas ces éléments-là. Je prends juste le volet coût de la ticket. La ticket m'est revenue à 100 francs. 100 francs fois 5, ça fait 500 francs. Donc, mon bénéfice, c'est les 1000 francs moins les 500. Donc, ça fait 500 francs de bénéfice. Ce qu'on constate, c'est que certaines personnes ont l'impression que les 1000 francs qui sont arrivés par la vente là constituent leur bénéfice. Et donc, avant qu'ils rentrent à la maison le soir, sur la route, les 1000 francs sont utilisés. Résultat des courses, il n'a plus de fonds de roulement pour réacheter du stock pour revendre de la ticket le lendemain. Parfait, tu es là? Bon, je pense qu'il avait terminé avec cette question-là. Kate, on peut continuer le temps qu'il revienne. La question suivante. Souvent, non, pas celle-là. Vous avez parlé de budget. Vous avez parlé de budget irréaliste. Dans quel sens? Sous-estimé ou exagéré? Mamadou? Je pense dans les deux sens. Hein. Un budget, s'il est sous-estimé, il n'est pas bon.
parce que dans la mise en œuvre du projet, on va se rendre compte qu'il manque de l'argent. S'il est surestimé, on verra que… Mais quand on dit surestimé, c'est vraiment surestimé. Celui qui va mettre, par exemple, un stylo à 500 francs, alors qu'on sait que les stylos coûtent 100 francs, le budget il est surestimé. Dans ce cas-là, on se rend compte que la personne ne maîtrise pas forcément son marché. Question suivante. Je pilote actuellement une start-up spécialisée dans les marchés financiers et la finance numérique. Nous avons du mal à définir notre modèle d'affaires. Comment procéder pour une start-up? Laisse à Mamadou, hein, c'est le modèle d'affaires. Oui. Donc, en fait, comment procéder pour une start-up? En réalité, pour mettre en place le modèle d'affaires, que vous soyez une start-up ou un autre type d'entreprise, in fine, vous utilisez le business model Canva, le Canva du modèle d'affaires, les 9 blocs qui ont été présentés ici. Vous partez de là, hein, vous allez définir qui est votre marché, quel est votre marché, qui sont vos clients, qu'est-ce que vous êtes en train, vous dites que vous êtes spécialisé dans les marchés financiers, de la finance numérique. OK, bon, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein, mais vous clarifiez quelle est la proposition de valeur, quel est le besoin que vous êtes en train de résoudre, et puis vous définissez comment vous interagissez avec vos clients, etc. Bon, bref, je ne vais pas rappeler tout le canevas du modèle d'affaires, mais spécifiquement, c'est ce qu'il faut reprendre. Quel que soit votre type d'entreprise, si vous arrivez à répondre clairement à toutes ces questions qui sont là, vous avez déjà un bon point de départ. Merci. Prochaine question. Pour un projet que vous avez décidé de lancer par vos propres moyens, quel sera l'intérêt de faire un business plan ou un business model? C'est-à-dire que la personne qui a décidé de lancer le projet, si je comprends bien la question, va tout financer elle-même. Elle ne cherche pas un financement, si j'ai bien compris. Je vais demander après à la personne. C'est ça? OK. Je pense. En réalité, le business plan et le business model vous servent à avoir une idée de la rentabilité de votre projet, de la faisabilité de votre projet, pour faire simple. Donc, à moins que vous soyez tellement riche que, en fait, si vous perdez tout l'investissement, ça ne vous fasse rien, auquel cas, effectivement, vous pouvez commencer le projet en ne faisant rien du tout, de tout cela. Puisque dès le départ, vous avez 1 million de francs CFA à mettre dans une activité, même si vous perdez ces 1 million là, ça ne vous fait rien. En fait, c'est comme si vous le donneriez en charité. OK, dans ce cas-là, oui. Mais si vous avez l'intention de mettre 1 million de francs CFA dans une activité et que vous espérez en tirer un petit bénéfice, il est suggéré, fortement suggéré, de faire le business model et le business plan, parce que c'est via ces outils-là, même si vous vous basez sur des hypothèses et sur des probabilités, mais au moins, ces outils vous permettent, moyennant que ces hypothèses-là soient réalistes, moyennant que vos projections se réalisent, mais au moins, ça vous donne une idée finalement de la rentabilité, de la faisabilité de votre projet, et ça vous permet d'ores et déjà de vous dire, OK, est-ce que finalement ce projet-là est le meilleur projet que je puisse faire, ou d'ores et déjà, je constate que ce projet-là ne sera pas rentable, donc autant réfléchir à un autre projet. Donc, voilà. Merci, Kate. Je voulais ajouter quelque chose sur ce point. De toutes les façons, le business plan, le business model, en dehors du volet recherche de financement, constitue un guide pour vous-même. Donc, si vous l'avez,
vous savez comment vous allez structurer votre projet. Si vous ne l'avez pas, vous naviguez à vue. Donc, au-delà des considérations que Mamadou vient d'énumérer, vous en avez besoin comme tableau de bord. Maintenant, ce n'est pas obligé qu'il soit si formel comme on l'a défini, mais au moins, vous avez des éléments qui vous permettent d'aller jusqu'au bout de la mise en œuvre de votre projet. Faites votre business plan ou votre business model. Si vous ne pouvez pas le faire, vous envoyez un mail à Microsave, nous allons le faire pour vous. Merci pour la générosité. Parfait. Question suivante. Vu les nombreux rejets, y a-t-il des business plans spécifiques que les banques attendent pour accepter de financer les projets? C'est une superbe question. Toutes les questions étaient super, mais celle-là, je pense qu'elle est très attendue. Il n'y a pas de modèle de business plan spécifique. Il y a le contenu, en fait, de votre business plan va permettre à l'institution financière d'avoir un intérêt ou pas vis-à-vis de votre projet. Mais aussi, vous savez que certaines institutions financières ont dans leur, j'allais dire, dans leur modèle ou dans leur stratégie de ne pas financer de nouveaux projets. Dans ce cas-là, quelle que soit la qualité de business plan que vous allez leur amener, ils ne financeront pas votre projet. Donc, dans tous les cas, il y a des modèles qui existent sur Internet. Vous pouvez voir partout, vous allez trouver des modèles de business plan. Le plus important, et ces modèles de business plan-là, il y a tous les éléments qui sont recherchés pour une analyse financière. Après, c'est comment vous le présentez. Question suivante. Quelle est la meilleure approche de modélisation du projet entre le business model et le business plan? Ces deux documents sont-ils obligatoires en même temps? Bon, je vais commencer. En fait, bon, généralement, on parle de business plan. On vous dit quel est votre business plan. Mais si vous avez remarqué, les différents éléments, en fait, se recoupent. Donc, vous pouvez dire que vous êtes en train de faire votre business plan, mais dans les différents sous-chapitres que vous mettez dedans, puisque vous devez parler de votre stratégie, vous devez présenter votre projet, vous devez présenter votre stratégie, votre environnement, vos forces et faiblesses, donc vos projections financières. Quand vous présentez vos projections financières, cela correspond au bloc du bas du modèle d'affaires, hein, du business model. Donc, en réalité, les deux se recoupent. Donc, vous pouvez, ce qui est important, au-delà de la terminologie, c'est d'avoir une vision globale de votre projet. Pour qui vous faites le projet, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, combien ça va vous coûter, quelles sont les principales activités, comment est-ce que vous comptez rentabiliser le projet. Finalement, au-delà de la dénomination, c'est l'ensemble de ce contenu-là qui est important à connaître. Et puis, juste pour un petit rajout par rapport à la réponse précédente à la question sur le financement par les banques, ce qu'il faut noter, c'est qu'au-delà de la qualité de votre business plan, les contextes parfois définissent les financements des institutions financières. Je donne un exemple qui est très caricatural. Aujourd'hui, vous pouvez présenter le meilleur business plan pour agrandir votre agence de voyage. Ça m'étonnerait fort que vous puissiez obtenir un financement, hein, puisque tout est fermé avec le Covid. Donc, le contexte et les choix stratégiques de financement des institutions financières en fonction des secteurs d'activité parfois déterminent beaucoup plus que la qualité que vous mettez dans votre business plan. Ce n'est pas le seul élément pour obtenir un financement. Il y a également tout l'environnement socio-économique et les décisions stratégiques des institutions financières. Voilà, merci. Merci Mamadou pour ces explications. Question suivante. Vous avez parlé de forme juridique. Est-ce que le e-commerce, exige un type de capital pour débuter? Est-ce que le e-commerce exige un type de capital pour débuter?
À ma connaissance, non. Peut-être que je me trompe, mais je pense que euh, aujourd'hui, il n'y a pas, le e-commerce n'est pas une forme juridique, c'est, fait partie de l'objet social ou de l'activité d'une entreprise. Donc, en fonction de cet objet social-là, en fonction des investissements que vous attendez ou que vous devez réaliser, vous choisissez la bonne forme en termes de forme juridique. Si vous savez que c'est un petit site de e-commerce qui va être géré par 2, 3, 4, 5 personnes, vous pouvez rester sous la forme d'une SARL. Mais à partir du moment où vous avez de gros investissements qui sont à jeu, il y a des partenaires étrangers qui peuvent rentrer dans le capital et autres, il est préférable d'aller sous la forme d'une société anonyme. Mais la société anonyme a aussi ses obligations. Vous devez nommer un commissaire aux comptes qui doit certifier vos comptes en fin d'année. De toute façon, si vous faites appel à des partenaires extérieurs, c'est indispensable. Donc, je ne crois pas que l'activité de commerce en ligne nécessite une forme juridique spéciale, mais en fonction du niveau d'investissement et du niveau du projet, vous adapterez votre société à créer, la forme juridique de votre société à créer. D'accord, merci, parfait. On passe à la prochaine question. Je rappelle qu'il nous reste plus que 9 minutes. Donc, nos formateurs vont être concis. La prochaine question, est-il réaliste dans votre business plan que vos charges surpassent vos ressources? Et comment affiner les niveaux? Est-il réaliste dans votre business plan que vos charges surpassent vos réseaux et vos ressources, pardon, et comment affiner les niveaux? Bon, je vais. En fait, oui, c'est réaliste. Ça vous montre que votre projet n'est pas rentable en l'état. Hein, donc, c'est tout l'objet justement de faire ce business plan. Vous faites votre business plan, vous faites vos calculs de charges, vos coûts d'exploitation et tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser votre activité. Et à côté de ça, vous imaginez combien vos clients sont prêts à payer. Parfois, vous ne pouvez pas fixer vous-même ce que vos clients sont prêts à payer. Je prends l'exemple ici du Sénégal. Vous êtes en train de faire une distribution d'eau. Hein, vous êtes dans le business de conditionnement et de vente d'eau. Vous savez que les sachets d'eau coûtent 25 francs ou 50 francs CFA. Donc, vous savez que si vous venez avec des sachets d'eau et que vous dites que vous allez les vendre à 500, vous savez d'office que vous êtes hors marché. Si maintenant, dans un exemple pareil, vous vous rendez compte que le prix de revient de votre sachet est de 150 francs, vous savez d'office que votre business ne sera pas rentable en l'état. Donc, à ce moment-là, il faut re-regarder éventuellement dans les ressources de votre, dans les coûts de votre activité que vous avez modélisé. Est-ce qu'il n'y a pas des optimisations à faire pour réduire les coûts? Si après toute cette phase-là, vous vous rendez compte que vous êtes vraiment arrivé au minimum au niveau des coûts, vous regardez au niveau des revenus, de la tarification, est-ce que c'est possible de pouvoir augmenter, comme je l'ai donné l'exemple tout à l'heure, est-ce que c'est possible de segmenter vos clients pour offrir une eau premium que vous allez vendre à 200 francs à une certaine niche de clientèle, et puis pour vendre à la masse le sachet d'eau à 50 francs, etc. Est-ce que comme ça, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est réaliste? Mais en tout cas, si vos coûts s'avèrent supérieurs à vos revenus, c'est bien possible. Ça vous montre qu'il y a un souci et donc vous regardez qu'est-ce qui est faisable en termes, comment réduire les coûts, comment augmenter les revenus. Mais bien entendu, il ne faut pas seulement que ça se limite à un jeu de chiffres. Il faut que derrière ce que vous êtes en train de faire ait également du sens et que ça soit réalisable en fonction du contexte et du marché dans lequel vous êtes. Merci. Nous prenons les 3 dernières questions. Pour réaliser les différentes analyses mentionnées, y a-t-il des questions spécifiques prédéfinies que nous pouvons utiliser? Pour réaliser les différentes analyses mentionnées, y a-t-il des questions spécifiques prédéfinies que nous pouvons utiliser?
Question spécifique prédéfinie, je dirais oui et non. On a parlé du qui, quoi, en fonction en fait du contexte dans lequel ou du point dans lequel vous êtes, la question, les différentes questions là doivent être posées. Lorsque vous êtes en train de définir votre business model, il y a toutes les questions de qui, quoi, comment, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, pourquoi je veux le faire. Et dans chaque étape, il y a ces différentes questions-là qu'il faut pouvoir se poser. Si vous n'arrivez pas à vous-même répondre à une question, quand on vous dit, par exemple, mais quel est comment tu vas vendre le produit? Si vous n'arrivez pas à trouver les réponses, c'est qu'il y a un problème. Donc, il n'y a pas de question prédéfinie et il y a des questions prédéfinies parce qu'on a la, les questions, les qui, quoi, où, comment, pourquoi et autres qui sont des standards et que vous devez adapter à chaque registre ou à chaque analyse. Mamadou, si tu as quelque chose à compléter. Oui, je peux juste compléter que les questions prédéfinies se trouvent dans le canevas du business model. Qui sont mes clients? À quel besoin de ces clients-là je veux répondre? Etc., etc. Voilà vraiment des questions qui sont prédéfinies auxquelles, si vous y répondez, vous avez une bonne base de départ pour après affiner derrière. Merci Mamadou et Seka. Prochaine question. Quand doit-on décider de lancer son affaire? Y a-t-il une étape go ou don't go? Bon. Je reprends. Quand doit-on décider de lancer son affaire? Y a-t-il une étape go ou don't go? Oui. Idéalement, en fait, ça rejoint la dernière question par rapport à quand on se rend compte que le projet n'est pas rentable. Donc, idéalement, c'est à l'issue de l'analyse du business plan qu'on doit décider finalement est-ce qu'on lance l'activité ou pas. Hein? Alors, il est important, bien que les problématiques de confidentialité et de protection aient été posées, il est important peut-être de faire valider votre business plan par un expert, par quelqu'un qui s'y connaît plus que vous, etc., pour vous assurer que vos hypothèses ne sont pas complètement infondées, ou peut-être de vérifier, ou en tout cas de trouver un moyen de valider les hypothèses que vous avez mises dans votre business plan. Mais si votre business plan vous montre que votre activité, par exemple, n'est pas rentable, alors effectivement, il vaut mieux ne pas commencer l'activité. Si votre business plan vous montre que c'est rentable, que ça peut marcher et que vous validez qu'effectivement les hypothèses que vous avez prises sont des hypothèses valables, alors effectivement, vous pouvez décider de lancer l'activité. Merci. Merci à tous. Je prends la toute dernière question. Y a-t-il des sites ou autres entités où on peut acquérir des modèles de business plan de manière gratuite ou même payante? Le même payant m'intéresse, le gratuit non. Le même payant, contactez-nous. Sinon, effectivement, vous pourrez vous balader sur tous les moteurs de recherche. Vous tapez simplement business plan et vous aurez des modèles de business plan sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Mais l'idéal, c'est d'avoir un conseil qui va vous accompagner dans la mise en œuvre, dans la rédaction de ce business plan. Je ne fais pas du marketing seulement, de MSC, mais nous savons que nous pouvons vous accompagner dans ce sens-là et vous pouvez contacter une structure pour vous accompagner également. Sinon, il y a des modèles gratuits qui existent sur Internet. Allez dans n'importe quel moteur de recherche, Google, Bing et autres. Vous tapez monter un business plan, vous allez avoir des guides de ce type-là. Merci, parfait. J'aimerais ajouter aussi que nous avons une plateforme, le Hub de la finance digitale, www.lafinancedigital.com, que vous pouvez consulter. Sur cette plateforme-là, vous retrouverez des outils, des vidéos, des podcasts
On y mettra également des modèles de business plan pour permettre à tous les acteurs de l'écosystème financier et entrepreneurial de pouvoir trouver ce dont ils ont besoin. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu passer ce temps avec vous. Nous espérons que vous également. Je rappelle que vous aurez l'enregistrement de la session par mail, mais vous pouvez également consulter tous nos sites. Merci beaucoup et au prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci à tous, à bientôt. Prenez soin de vous surtout.